Dans cette vidéo, nous allons parler d'un ensemble de types qu'on appelle les séquences. Donc les séquences en Python regroupent notamment les listes, les tuples, les chaînes de caractères et les bytes. Nous verrons qu'ils regroupent également des types, encore plus de types que cela. Donc ouvrons maintenant un interpréteur Python pour commencer à jouer avec les séquences. Une séquence en Python est un ensemble fini et ordonné d'éléments indicés de 0 à n-1 si j'ai n éléments. Donc prenons un exemple de séquence et commençons avec une chaîne de caractères. S égale egg, virgule, bacon. Voici une chaîne de caractères. Sur les séquences, donc je vous rappelle que la chaîne de caractères est juste un exemple de séquence, mais que les listes, par exemple, ou les tuples sont également des chaînes de caractères, sont également des objets séquences. Donc regardons un exemple d'opération que je peux faire commune à toutes les séquences. Je peux déjà commencer par accéder à chaque élément de la séquence avec la notation crochet. S crochet 0 me permet d'accéder au premier élément de la séquence, puisque je vous le rappelle, les séquences sont numérotées à partir de 0. S de 9 va me permettre d'accéder au dernier élément de ma séquence, puisque ici ma séquence fait 10 éléments. D'ailleurs, à ce propos, comment je fais pour connaître le nombre d'éléments dans une séquence? J'utilise la fonction built-in len. Donc je fais un len de S et ça va me retourner que j'ai effectivement 10 éléments dans ma séquence. Toutes les séquences supportent également le test d'appartenance. C'est une opération très puissante en Python, puisque je peux faire S que egg, in S. Et ça va me retourner vrai, effectivement, la chaîne de caractères egg est dans la chaîne de caractères egg bacon. De même, je peux faire S, egg, not, in S, qui est le test de non-appartenance, et qui va me retourner faux, puisqu'effectivement, egg est dans la chaîne de caractères, donc le test n'est-il pas dans la chaîne de caractères retourne faux. Donc ce test d'appartenance, vous remarquez qu'il est extrêmement expressif puisque c'est quasiment du langage naturel. Je regarde est-ce que ma chaîne de caractères egg, in S, est-ce que ma chaîne est dans S. Ensuite, je peux faire de la concaténation de séquences. Donc pour regarder ma séquence S, je peux lui rajouter très bien la chaîne de caractères and beans. Et cette concaténation va me produire une nouvelle chaîne de caractères, puisque les opérations sur les séquences ne les modifient pas, puisque typiquement une chaîne de caractères n'est pas mutable, mais ça retourne un nouvel objet, dans ce cas-là, un nouvel objet de type chaîne de caractères. J'ai également des opérations, comme par exemple index, qui me permet de trouver la première occurrence, par exemple, de la lettre G. Donc effectivement, la première occurrence de la lettre G, c'est à la place 1. Ou par exemple count, qui me permet de compter le nombre d'éléments, le nombre de G que j'ai dans ma séquence. Donc ici, on voit que j'ai 2 fois la lettre G. Je peux également appliquer les fonctions built-in min et max, qui me retournent le minimum et le maximum de ma séquence, dans ce cas-là, comme c'est une chaîne de caractères, c'est en utilisant l'ordre lexicographique. Et j'ai une dernière opération, qui est l'opération de shallow copy, qui me permet de faire, alors, je vais prendre une séquence plus simple, par exemple un x, et je veux afficher 30x à mon écran, je vais faire x fois 30, et ça va me faire une copie 30 fois de cette chaîne de caractères x. Nous verrons dans la suite que cette opération produit en fait une shallow copy qui peut avoir des effets de bord lorsque la séquence multipliée n'est pas un immuable, mais un objet de type mutable. Mais nous reviendrons sur ça dans la suite. Nous allons maintenant regarder une dernière opération très importante sur les séquences qui s'appelle l'opération de slicing. Pour illustrer cette opération de slicing, qui est valable pour toutes les séquences, donc pour les chaînes de caractères, puisque c'est l'exemple que l'on va regarder, mais également pour les listes, je vais créer une chaîne de caractères qui s'appelle egg bacon. Et donc ici, je vous représente la chaîne de caractères avec l'indice de chaque élément. Donc on voit que E, c'est l'élément d'indice 0, G, l'élément d'indice 1, le deuxième G, l'élément d'indice 2, etc. Je vais maintenant faire une opération de slicing. L'opération de slicing se note de la manière suivante. On va mettre une borne de gauche, 2 points, une borne de droite. Donc la borne de gauche en vert est incluse et la borne de droite est exclue. Donc ici, S de 0, 2.3 va me retourner tous les éléments qui vont entre 0 inclus et 3 exclus, donc c'est 2. Ça va donc me retourner la chaîne de caractères egg. Il est très important de comprendre que l'opération de slice retourne à chaque fois un nouvel objet. Donc prenons un deuxième exemple, S de 5, 2.10, ça va me retourner tous les éléments allant de 5 inclus à 10 exclus, donc 10 moins 1, ça fait 9. Ça va donc me retourner la chaîne de caractères bacon. Si je fais S de 2.3,
si vous ne spécifiez pas la borne de gauche, vous allez donc parcourir tous les éléments du début jusqu'au 3 exclu. Ça va donc me parcourir tous les éléments allant de E jusqu'à 3 exclu C2, ça va vous retourner la chaîne de caractères egg. Et si vous ne spécifiez pas la borne de droite, ça va vous retourner tous les éléments allant de 5 jusqu'à la fin, donc ça va vous retourner bacon. Pour finir, si vous spécifiez ni la borne de gauche ni la borne de droite, ça vous retourne la chaîne de caractères, mais c'est important, cette opération de slide ne va pas vous retourner la chaîne de caractères elle-même, ça va vous retourner une copie de cette chaîne de caractères. En fait, nous verrons dans la suite qu'on appelle cette opération une opération de shallow copy. Maintenant, prenons un autre exemple. On va rajouter à notre slice la notion de pas. Donc dans un slice, on peut donner une borne de droite, une borne de gauche et également un pas. C'est-à-dire qu'on va parcourir les éléments 1 sur 2 si on donne un pas de 2. Donc regardons cet exemple, S de 0 à 10 par pas de 2. Ça veut dire qu'on va parcourir les éléments allant de 0 à 10 exclus par pas de 2. Donc E, G, l'espace, A, O. Ça me retourne donc la chaîne de caractères EG, espace, AO. Maintenant, prenons S de 2.2.2. Ça me parcourt tous les éléments allant du début à la fin par pas de 2. Ça va me retourner AG, espace, AO de nouveau. Si maintenant je fais S de 2.8, 2.3, ça me parcourt tous les éléments du début jusqu'à 8 exclus par pas de 3. Ça va donc me retourner E, virgule, A. Et si je fais S de 2, 2.2.3, ça me parcourt tous les éléments de 2 jusqu'à la fin par pas de 3, GBO. Regardons maintenant cet exemple. Qu'est-ce qui se passe si je fais S de 100 ? S de 100, c'est un indice qui est en dehors de ma chaîne de caractères. Je vais donc avoir une erreur qu'on appelle une exception. Mon exception, comme toujours en Python, est très explicite. Elle s'appelle index error et elle m'écrit le message d'erreur string index out of range. Ça veut dire que l'indice de ma chaîne de caractères est en dehors des indices couverts par cette chaîne. Par contre, si maintenant je fais S de 5 2.100, je vais obtenir tous les éléments qui vont de 5 jusqu'à la fin de la chaîne de caractères. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, je n'ai pas d'erreur? Parce qu'en fait, le slice est un objet. Et Python va faire l'opération suivante. Il va prendre tous les éléments, tous les indices couverts par le slice, donc les indices allant de 5 à 100, et il va chercher l'intersection avec les indices disponibles dans notre objet chaîne de caractères. Et il va retourner uniquement les éléments qui sont à l'intersection. Donc ici, on voit que l'intersection est non nulle, c'est bacon, il me retourne bacon. Si je fais un slice de 100 à 200, dans ce cas-là, les indices représentés par le slice et les indices représentés par ma chaîne de caractères n'ont pas d'intersection. Donc mon slice va donc me retourner un objet toujours de type chaîne de caractères, mais qui est vide. Pour finir avec les chaînes de caractères, nous allons parler des indices négatifs. Regardons cet exemple-là. Les indices négatifs, c'est comme les indices positifs, sauf qu'ils sont numérotés à partir de la fin. C'est donc un moyen très commode d'accéder aux derniers éléments d'une séquence lorsqu'on sait leur position à la fin de la séquence. Donc S de moins 10, 2.-7 va me retourner tous les éléments allant de moins 10 inclus jusqu'à moins 7 exclus. Donc dans ce cas-là, on va aller de moins 10 à moins 8, ça me retourne egg. Ce n'est pas parce que j'ai des indices négatifs que je parcours ma séquence dans un autre sens, je parcours toujours ma séquence de gauche vers la droite. Donc si je fais S de 2.-3, ça me retourne tous les éléments allant du début jusqu'à moins 3 exclus, c'est-à-dire moins 4, ça va me retourner egg, virgule bas. Et si maintenant je fais S de 2.2.-1, le pas étant négatif, cette fois, ça va parcourir ma séquence dans le sens inverse, de droite vers la gauche. C'est donc une notation qui est très souvent utilisée pour renverser une séquence. Donc S de 2.2.-1 va me retourner ma séquence et l'afficher dans un ordre inverse. Si maintenant je fais un S de 2.0, 2.-1, ça va m'inverser ma séquence et prendre un sous-ensemble allant de droite à gauche. Donc allant de 2 inclus jusqu'à 0 exclus, ce qui va me retourner la sous-chaîne GG. Donc si je fais S de 2.2.-1, ça me retourne ma séquence en allant de 2 jusqu'au début. Dans cette vidéo, nous avons vu les principales caractéristiques des objets qui sont regroupés sous l'ensemble des séquences, sous le nom de séquence. Donc on a vu le test d'appartenance, note-t-il, on a vu qu'on pouvait accéder aux éléments d'une séquence avec la notation crochet, et surtout nous avons vu la notion très importante de slice, qu'il est important de maîtriser puisque vous aurez à manipuler de nombreuses séquences dans vos programmes Python.
À bientôt.